Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 4e veillée de Banyuls. Une veillée un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui c'est la nuit de la lecture. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cet événement, ça fait maintenant 4 ans que le ministère de la Culture organise partout en France la nuit de la lecture. Comme il y a la fête de la musique, il a organisé la nuit de la lecture. Alors dans beaucoup d'établissements, des bibliothèques, des librairies, des écoles, etc., les gens organisent des lectures à voix haute. Alors l'association Les Veillées d'Antan, qui organise tous les 2 mois des veillées sur Banyuls, a évidemment décidé de participer à cette manifestation nationale. Donc c'est donc pour nous une veillée un petit peu spéciale. Mais spéciale aussi à un deuxième titre, c'est que c'est aussi l'année 2020 du centenaire de la naissance de Boris Vian. Alors, il est né en 1920, mort en 59, ça. Donc nous avons décidé de consacrer cette nuit de la lecture à Boris Vian, avec d'abord un premier événement là qui est une lecture de son roman L'écume des jours, et puis ensuite à 21h, dans la salle capitulaire du Maastricht, nous consacrerons le reste de la soirée à ses poésies, à ses chansons et à des extraits de nouvelles. Alors, la littérature de Boris Vian, qui n'a d'ailleurs pas été tellement reconnue de son vivant, est une littérature un petit peu complexe, un petit peu difficile. L'écume des jours que nous allons lire aujourd'hui est un roman un peu compliqué, mais il faut se laisser aller au monde de Boris Vian. Chez Boris Vian, il n'y a pas que les hommes qui ont des sentiments ou qui ont des intentions, bonnes ou mauvaises. Les objets en ont aussi, les animaux en ont aussi, l'univers aussi. Le soleil, vous verrez dans le roman que le soleil, il agit, il s'émeut, comme peuvent s'émouvoir les hommes. Vous verrez que dans le monde de Vian, le temps retrécit ou s'allonge, que l'espace retrécit ou s'agrandit en fonction des sentiments des personnages. L'univers de Vian est un univers très très particulier. Mais laissez-vous aller, laissez-vous pénétrer de ce monde un petit peu surréaliste et je pense que vous apprécierez complètement cette œuvre. Alors, c'est aussi difficile parfois parce qu'il invente des mots, comme il invente des objets. Il faut se laisser aller, vous verrez, tout ça est finalement, au bout du compte, extrêmement plaisant. Alors, L'écume des jours, c'est un roman sur l'amour, d'abord. Queneau disait, c'est le plus beau roman d'amour de la littérature française. C'est un roman sur la maladie, c'est un roman sur la mort, également. Un peu la guerre, aussi. Les personnages que vous verrez dans ce qu'on va vous lire sont les suivants. Le personnage principal s'appelle Colin. Colin, c'est un garçon qui est riche, qui est aisé, qui a une vie aisée, qui cherche l'amour. C'est sa préoccupation principale, l'amour et la musique. Il adore le jazz. Et il déteste la violence et il déteste le travail. Vous verrez ça dans le roman. Chloé, deuxième personnage, c'est une jeune fille. Pour Vian, elle représente la féminité. Colin va en tomber amoureux. Elle, par contre, va tomber malade dans le livre. Et sa maladie, c'est pas une tuberculose, c'est un nénuphar qui lui pousse dans la poitrine. Il faut voir ces images que Vian utilise pour parler de choses qui sont banales et qui nous concernent. Donc, elle va tomber malade. Ensuite, vous avez Nicolas. Nicolas, c'est le cuisinier de Colin. Alors, évidemment, il n'est pas du même monde. Colin est un homme aisé, Nicolas est un travailleur. Mais c'est un garçon très précieux, vous le verrez, et c'est aussi l'ami de Colin. Ensuite, il y a Chic. Chic, c'est un garçon qui est passionné par la philosophie, en particulier l'existentialisme, et c'est un fan de Jean Solpartre. On voit à qui il fait référence, évidemment. Et à Simone de Beauvoir. Vous entendrez parler de Simone de Beauvoir, ou la comtesse de Beauvoir, dans ce roman. Voilà, je crois que j'en oublie un, qui est Alise. Alise, c'est la nièce de Nicolas,
et c'est la fiancée de Chic. Voilà, je vous laisse avec ces personnages. Je vous souhaite une bonne écoute et vive l'œuvre de Boris Vian. Prendras-tu un apéritif? Demanda Colin. Mon pianoctel est achevé, tu pourrais l'essayer. Il marche? Demanda Chic. Parfaitement. J'ai eu du mal à le mettre au point, mais le résultat dépasse mes espérances. J'ai obtenu à partir de la Black Entente Fantasy un mélange vraiment ahurissant. Quel est ton principe? Demanda Chic. À chaque note, dit Colin, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. La pédale forte correspond à l'œuf battu et la pédale faible à la glace. Pour l'eau de Cels, il faut un trille dans le registre aigu. Les quantités sont en raison directe à la durée. À la quadruple croche équivaut le 16e l'unité. À la noire, l'unité. À la ronde, la quadruple unité. Lorsqu'on joue un air lent, un système de registre est mis en action de façon que la dose ne soit pas augmentée, ce qui donnerait un cocktail trop abondant, mais la teneur en alcool. Et suivant la durée de l'air, on peut, si l'on veut, faire varier la valeur de l'unité, la réduisant par exemple au centième pour pouvoir obtenir une boisson tenant compte de toutes les harmonies, au moyen d'un réglage latéral. C'est compliqué, dit Chic. Le tout est commandé par des contacts électriques et des relais. Je ne te donne pas de détails, tu connais ça. Et d'ailleurs, en plus, le piano fonctionne réellement. C'est merveilleux, dit Chic. Il n'y a qu'une chose gênante, dit Colin. C'est la pédale forte pour l'œuf battu. J'ai dû mettre un système d'enclenchement spécial parce que lorsqu'on joue un morceau trop haut, il tombe des morceaux d'omelette dans le cocktail et c'est dur à avaler. Bon, je modifierai ça. Actuellement, il suffit de faire attention. Pour la crème fraîche, c'est le sol grave. Je vais m'en faire un sur Loveless Love, dit Chic. Ça va être terrible. Il est encore dans le débarras dont je me suis fait un atelier, dit Colin, parce que les plaques de protection ne sont pas vissées. Viens, on va y aller. Je le réglerai pour 2 cocktails de 20 centilitres environ, pour commencer. Chic se mit au piano. À la fin de l'air, une partie du panneau avant se rabattit d'un coup sec, et une rangée de verres apparut. 2 d'entre eux étaient pleins au ras-bord d'une mixture appétissante. J'ai eu peur, dit Colin. À un moment, tu as fait une fausse note. Heureusement, c'était dans l'harmonie. Ça tient compte de l'harmonie, dit Chic. Pas pour tout, dit Colin. Ce serait trop compliqué. Il y a quelques servitudes seulement. Allez, bois et viens à table. Nicolas, à votre avis, dois-je rencontrer l'âme sœur aujourd'hui? Je voudrais une âme sœur du type de votre nièce. Monsieur a tort de penser à ma nièce, dit Nicolas, puisqu'il appert des événements récents que Monsieur Chic a fait son choix le premier. Mais, Nicolas, dit Colin, j'ai tant envie d'être amoureux. Une fumée légère s'échappa du bec de la bouilloire, et Nicolas alla ouvrir. Le concierge montait 2 lettres. « Il y a du courrier, dit Colin. « Je m'excuse, monsieur, dit Nicolas, mais les 2 sont pour moi. Monsieur attend-il des nouvelles ?»« Je voudrais qu'une jeune fille m'écrivît, dit Colin. Je l'aimerais beaucoup. » « Il est midi, conclut Nicolas. Monsieur désire-t-il son petit déjeuner ? Il y a de la queue de bœuf broyée et un bol de punch aux aromates avec croûtons beurrés d'anchois. » Nicolas, pourquoi Chic ne veut-il pas venir déjeuner avec votre nièce, à moins que je n'invite une autre jeune fille?
Monsieur m'excusera, dit Nicolas, mais j'en ferai autant. Monsieur est certainement assez beau garçon. Nicolas, dit Colin, si ce soir je ne suis pas amoureux pour de vrai, je collectionnerai les œuvres de la duchesse de Beauvoir pour faire pièce à mon ami Chic. N'est-ce pas qu'elle est jolie ? Demanda Alice. Chloé avait les lèvres rouges, les cheveux bruns, l'air heureux, et sa robe n'y était pour rien. Je n'oserais pas, dit Colin. Et puis, il lâcha Alice et alla inviter Chloé. Elle le regarda. Elle riait et mit la main droite sur son épaule. Il sentait ses doigts frais sur son cou. Il réduisit l'écartement de leurs deux corps par le moyen d'un raccourcissement du biceps droit, transmis du cerveau, le long d'une paire de nerfs crâniens choisis judicieusement. Chloé le regarda encore. Elle avait les yeux bleus. Elle agita la tête pour repousser en arrière ses cheveux frisés et brillants et appliqua, d'un geste ferme et déterminé, sa tempe sur la joue de Colin. Il se fit un abondant silence alentour et la majeure partie du monde se mit à compter pour du beurre. Colin, debout au coin de la place, attendait Chloé. La place était ronde, et il y avait une église, des pigeons, un square, des bancs, et devant des autos et des autobus sur du macadam. Le soleil aussi attendait Chloé, mais lui pouvait s'amuser à faire des ombres, à faire germer des graines de haricots sauvages dans les interstices adéquats, à pousser des volets et rendre honteux un réverbère allumé pour raison d'inconscience de la part d'un CPDiste. Colin roulait le bord de ses gants et préparait sa première phrase. Celle-ci se modifiait de plus en plus rapidement à mesure qu'approchait l'heure. Il ne savait pas que faire avec Chloé. Peut-être l'amener dans un salon de thé, mais l'atmosphère y est d'ordinaire plutôt déprimante, et les dames goinfres de 40 ans qui mangent 7 gâteaux à la crème en détachant le petit doigt, ils n'aimaient pas ça. Ils ne concevaient la goinfrerie que pour les hommes chez qui elle prend tout son sens, sans leur enlever leur dignité naturelle. Pas au cinéma, elle n'acceptera pas. Pas au députodrome, elle n'aimera pas ça. Pas aux courses de veaux, elle aura peur. Pas à l'hôpital Saint-Louis, c'est défendu. Pas au musée du Louvre, il y a des satyres derrière les chérubins assyriens. Pas à la gare Saint-Lazare, il n'y a plus que des brouettes et pas un seul train. Bonjour. Chloé était arrivée par derrière. Il retira vite son gant, s'empêtra dedans, se donna un grand coup de poing dans le nez, fit houille et lui serra la main. Elle riait. « Vous avez l'air bien embarrassé. » Un manteau de fourrure
longs poils de la couleur de ses cheveux, et une toque en fourrure aussi, et de petites bottes courtes à revers de fourrure. Elle prit Colin par le bras. « Ouvrez-moi le bras, vous n'êtes pas dégourdi aujourd'hui. Ça allait mieux la dernière fois, avoua Colin. » Elle rit encore, et le regarda, et rit de nouveau encore mieux. « Vous vous moquez de moi, dit Colin, c'est pas charitable. »« Vous êtes content de me voir, dit Chloé. »« Oui, dit Colin. » Il marchait, suivant le premier trottoir venu. Un petit nuage rose descendait de l'air et s'approchait d'eux. « J'y vais, proposa-t-il. »« Vas-y, dit Colin. » Et le nuage les enveloppa. À l'intérieur, il faisait chaud et ça sentait le sucre et la cannelle. Pourquoi sont-ils si méprisants ? Demanda Chloé. Ce n'est pas tellement bien de travailler. On leur a dit que c'est bien, dit Colin. En général, on trouve ça bien. En fait, personne ne le pense. On le fait par habitude et pour ne pas y penser, justement. En tout cas, c'est idiot de faire un travail que des machines pourraient faire. Il faut construire les machines, dit Colin. Qui le fera ? Oh, évidemment, dit Chloé. Pour faire un œuf, il faut une poule. Et une fois qu'on a la poule, on peut avoir des tas d'œufs. Il vaut donc mieux commencer par la poule. Il faudrait savoir, dit Colin, qui empêche de faire des machines. C'est le temps qui doit manquer. Les gens perdent leur temps à vivre, alors il ne leur en reste plus pour travailler. Ce n'est pas plutôt le contraire ? Demanda Chloé. Non, dit Colin. S'ils avaient le temps de construire des machines, après ils n'auraient plus besoin de rien faire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils travaillent pour vivre au lieu de travailler à construire des machines qui les feraient vivre sans travailler. C'est compliqué, estima Chloé. Non, dit Colin, c'est très simple. Ça devrait bien entendu venir progressivement. Mais on perd tellement de temps à faire les choses qui s'usent. Mais tu crois qu'ils n'aimeraient pas mieux rester chez eux et embrasser leurs femmes et aller à la piscine ou au divertissement ? Non, dit Colin, parce qu'ils n'y pensent pas. Mais est-ce que c'est leur faute s'ils croient que c'est bien de travailler ? Non, dit Colin, ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'on leur a dit, le travail c'est sacré, c'est bien, c'est beau, c'est ce qui compte avant tout. Et seuls les travailleurs ont droit à tout. Seulement, on s'arrange pour les faire travailler tout le temps, et alors ils ne peuvent pas en profiter. Mais alors, ils sont bêtes, dit Chloé. Oui, ils sont bêtes, dit Colin. C'est pour ça qu'ils sont d'accord avec ceux qui leur font croire que le travail c'est ce qu'il y a de mieux. Ça leur évite de réfléchir et de chercher à progresser et à ne plus travailler. Oh, parlons d'autre chose, dit Chloé. C'est épuisant ces sujets-là. Dis-moi si tu aimes mes cheveux. Je t'ai déjà dit, il l'a pris sur ses genoux. De nouveau, il se sentait complètement heureux. Je t'ai déjà dit que je t'aimais bien, en gros et en détail. Alors, détail, murmura Chloé, en se laissant aller dans les bras de Colin, câline comme une couleuvre. La main de Chloé, tiède et confiante,
était dans la main de Colin. Elle le regardait. Ses yeux clairs, un peu étonnés, le tenaient en repos. En bas de la plateforme, dans la chambre, il y avait des soucis qui s'amassaient, acharnés à s'étouffer les uns les autres. Chloé sentait une force opaque dans son corps, dans son thorax, une présence opposée. Elle ne savait comment lutter. Elle toussait de temps en temps pour déplacer l'adversaire, accroché à sa chair profonde. Il lui paraissait qu'en respirant à fond, elle se fût livrée vive à la rage terne de l'ennemi, à sa malignité insidieuse. Sa poitrine se soulevait à peine et le contact des draps lisses sur ses jambes longues et nues mettait le calme dans ses mouvements. À ses côtés, Colin, le dos un peu courbé, la regardait. La nuit venait, se formait en couches concentriques autour du petit noyau lumineux de la lampe allumée au chevet du lit, prise dans le mur, enfermée par une plaque ronde de cristal dépoli. « Mets-moi de la musique, mon Colin, » dit Chloé. « Mets des airs que tu aimes. »« Ça va te fatiguer, » dit Colin. Il parlait de très loin, il avait mauvaise mine. Son cœur tenait toute la place dans sa poitrine. Il ne s'en rendait compte que maintenant. « Non, je t'en prie, » dit Chloé. Colin se leva, descendit la petite échelle de chêne et chargea l'appareil automatique. Il y avait des haut-parleurs dans toutes les pièces. Il mit en marche celui de la chambre. « Qu'as-tu mis » demanda Chloé. Elle souriait. Elle le savait bien. « Tu te rappelles » dit Colin. « Je me rappelle. Tu n'as pas mal ?» « Je n'ai pas très mal. » À l'endroit où les fleuves se jettent dans la mer, il se forme une barre difficile à franchir et de grands remous fumeux où dansent les épaves. Entre la nuit du dehors et la lumière de la lampe, les souvenirs refluaient de l'obscurité, se heurtaient à la clarté et tantôt immergés, tantôt apparents, montraient leur ventre blanc et leur dos argenté. Chloé se redressa un peu. « Viens t'asseoir près de moi. » Colin se rapprocha d'elle. Il s'installa en travers du lit et la tête de Chloé reposait au creux de son bras gauche. La dentelle de sa chemise légère dessinait sur sa peau dorée un réseau capricieux, tendrement gonflé par la naissance des seins. La main de Chloé s'accrochait à l'épaule de Colin. « Tu n'es pas fâché ?»« Pourquoi fâché ? D'avoir une femme si bête ?» Il embrassa le creux de l'épaule confiante. « Tire un peu ton bras, ma Chloé, tu vas prendre froid. »« Je n'ai pas froid, » dit Chloé. « Écoute le disque. » Il y avait quelque chose d'éthéré dans le jeu de Johnny Hodge, quelque chose d'inexplicable et de parfaitement sensuel, la sensualité à l'état pur, dégagée du corps. Les coins de la chambre se modifiaient et s'arrondissaient sous l'effet de la musique. Colin et Chloé reposaient maintenant au centre d'une sphère. « Qu'est-ce que c'était » demanda Chloé. « C'était The Mood to be Wooed » dit Colin. «
C'est ce que je sentais, dit Chloé. Comment le docteur va-t-il pouvoir entrer dans notre chambre avec la forme qu'elle a maintenant? Je ne peux plus tenir debout, murmura Chloé. Elle avait les 2 pieds par terre et tentait de se lever. Oh là là, ça ne va pas du tout. Je suis toute flasque. Colin s'approcha d'elle et la souleva. Elle s'accrocha à ses épaules. Tiens-moi, Colin, tiens-moi, je vais tomber. C'est le lit qui t'a fatigué, dit Colin. Non, dit Chloé. C'est les pilules de ton vieux marchand. Elle essaya de tenir toute seule et chancela. Colin la rattrapa et elle l'entraîna dans sa chute sur le lit. Je suis bien comme ça, dit Chloé. Reste contre moi. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas couché ensemble. Il ne faut pas, dit Colin. Si, il faut. Embrasse-moi. Je suis ta femme, oui ou non? Oui, dit Colin, mais tu ne vas pas bien. C'est pas ma faute, dit Chloé, et sa bouche frémit un peu, comme si elle allait pleurer. Colin se pencha vers elle et l'embrassa, très doucement, comme il eût embrassé une fleur. Encore, dit Chloé, et pas seulement sur la figure. Tu ne m'aimes plus alors? Tu ne veux plus de femme? Il la serra plus fort dans ses bras. Elle était tiède et odorante comme un flacon de parfum sortant d'une boîte capitonnée de blanc. Oui, dit Chloé, encore. Alice sonna 2 coups et attendit. La porte d'entrée lui paraissait plus étroite que d'habitude. Le tapis semblait plus terne et aminci. Nicolas vint ouvrir. « Bonjour, dit-il. Tu viens les voir ?»« Oui, dit Alice. Ils sont là ?»« Oui, dit Nicolas. Viens, Chloé est là. » Il referma la porte. Alice examinait le tapis. « Il fait moins clair qu'avant, ici, dit-elle. À quoi cela tient-il ?»« Je ne sais pas, dit Nicolas. »« C'est drôle, dit Alice. Il n'y avait pas un tableau ici ?»« Je ne me rappelle plus, dit Nicolas. » Il passa une main hésitante dans ses cheveux. « De fait, dit-il, on a l'impression que l'atmosphère n'est plus la même. » « Oui, dit Alice, c'est ça. » Elle avait un tailleur brun coupé et un gros bouquet de narcisses à la main. « Toi, dit Nicolas, tu es en forme, ça va ?»« Oui, dit Alice, ça va. Chic m'a offert un tailleur, tu vois. »« Il te va bien, dit Nicolas. J'ai de la chance que la duchesse de Beauvoir ait juste les mêmes mesures que moi. Il est d'occasion. Chic voulait un papier qu'il y avait dans une des poches, alors il l'a acheté. » Elle regarda Nicolas et ajouta : « Tu ne vas pas bien. »« Je ne sais pas, j'ai l'impression que je vieillis. »« Qu'est-ce qu'il y a ici ?» dit Alice, pensive. « Oh, dit Nicolas, c'est cette maladie. Ça nous bouleverse tous. Ça s'arrangera et je rajeunirai. » Chloé était allongée sur son lit,
vêtue d'un pyjama de soie mauve et d'une longue robe de chambre de satin piqué d'un léger beige orange. Autour d'elle, il y avait beaucoup de fleurs et surtout des orchidées et des roses. Il y avait aussi des hortensias, des œillets, des camélias, de longues branches de fleurs de pêcher et d'amandier et des brassées de jasmin. Sa poitrine était découverte et une grosse corolle bleue tranchée sur l'ambre de son sein droit. Ses pommettes étaient un peu roses, ses yeux brillants mais secs, et ses cheveux légers et électrisés comme des fils de soie. « Tu vas prendre froid » s'écria Alice. « Couvre-toi. »« Non, » murmura Chloé. « Il le faut. C'est le traitement. »« Quelle jolie fleur » dit Alice. « Colin est en train de se ruiner » ajouta-t-elle gaiement pour faire rire Chloé. « Oui, » murmura Chloé. Elle eut un pauvre sourire. « Il cherche du travail » dit-elle à voix basse. « C'est pour cela qu'il n'est pas là. »« Pourquoi parles-tu comme ça » demanda Alice. « J'ai soif » dit Chloé dans un souffle. « Tu ne prends réellement que 2 cuillerées par jour » dit Alice. « Oui » soupira Chloé. Alice se pencha vers elle et l'embrassa. « Tu vas bientôt être guérie. »« Oui » dit Chloé. « Je pars demain avec Nicolas et la voiture. »« Et Colin » demanda Alice. « Il reste. Il faut qu'il travaille, mon pauvre Colin. Il n'a plus de doubleson. »« Pourquoi » demanda Alice. « Les fleurs, » dit Chloé. « Est-ce qu'il grandit » murmura Alice. « Le nénuphar » dit Chloé. « Non, je crois qu'il va partir. »« Alors, tu es contente ?»« Oui, » dit Chloé. « Mais j'ai si soif. »« Pourquoi n'allumes-tu pas ?» demanda Alice. « Il fait très sombre ici. »« C'est depuis quelque temps, » dit Chloé. « Il n'y a rien à faire. Essaye. » Alice manœuvra le commutateur et un léger halo se produisit autour de la lampe. « Les lampes meurent, » dit Chloé. « Les murs se rétrécissent aussi, et la fenêtre ici aussi. »« C'est vrai ?» demanda Alice. « Regarde. » La grande baie vitrée qui courait sur toute la largeur du mur n'occupait plus que 2 rectangles oblongs, arrondis aux extrémités. Une sorte de pédoncule s'était formée au milieu de la baie, reliant les 2 bords et barrant la route au soleil. Le plafond avait baissé notablement et la plateforme où reposait le lit de Colin et Chloé n'était plus très loin du plancher. « Comment est-ce que cela peut se faire » demanda Alice. « Je ne sais pas » dit Chloé. « Tiens, voilà un peu de lumière. » La souris à moustache noire venait d'entrer, portant un petit fragment d'un des carreaux du couloir de la cuisine qui répandait une vive lueur. « Sitôt qu'il fait trop noir, » expliqua Chloé, « elle m'en apporte un peu. » Elle caressa la petite bête qui déposa son butin sur la table de chevet. « Tu es gentille d'être venue me voir, tout de même, » dit Chloé. « Oh, » dit Alice. « Tu sais, je t'aime bien. »« Je sais, » dit Chloé. « Et chic ?»« Oh, ça va, » dit Alice. « Il m'a acheté un tailleur. »« Il est joli, » dit Chloé. « Il te va bien. » Elle s'arrêta de parler. « Tu as mal, ma pauvre ?» Elle se pencha et caressa la joue de Chloé. « Oui, » gémit Chloé. « J'ai si soif. »« Je comprends, » dit Alice. « Si je t'embrassais, tu aurais moins soif ?»« Oui, » dit Chloé. Alice se pencha vers elle. « Oh, » soupira Chloé, « comme tu as les lèvres fraîches. » Alice sourit. Ses yeux étaient humides. « Où pars-tu » demanda-t-elle. « Pas loin, » dit Chloé.
dans la montagne. Elle se tourna sur le côté gauche. « Tu l'aimes bien, Chic ?»« Oui, dit Alice, mais lui, il aime mieux les livres. »« Je ne sais pas, dit Chloé, c'est peut-être vrai. Si je n'avais pas épousé Colin, j'aimerais tellement que ce soit toi qui vives avec lui. » Alice l'embrassa de nouveau. Je viens pour l'annonce, dit Colin. Ah, dit l'homme, voilà un mois qu'elle passe sans résultat. C'est un travail assez dur, vous savez. Oui, dit Colin, mais c'est bien payé. Mon Dieu, dit l'homme, cela vous use, voyez-vous, et cela ne vaut peut-être pas le prix. Mais ce n'est pas à moi de dénigrer mon administration. D'ailleurs, vous voyez, je suis encore en vie. Travaillé depuis longtemps, dit Colin. 1 an, dit l'homme. J'ai 29 ans. Il passa une main ridée et tremblante à travers les plis de son visage. Et maintenant, je suis arrivé, voyez-vous. Je peux rester à mon bureau et lire le manuel toute la journée. J'ai besoin d'argent, dit Colin. Cela est fréquent, dit l'homme, mais le travail vous rend philosophe. Au bout de 3 mois, vous en aurez moins besoin. Ah oui, c'est pour soigner ma femme, dit Colin. Ouais. Elle est malade, expliqua Colin. Je n'aime pas le travail. Oui, je regrette pour vous, dit l'homme. Quand une femme est malade, elle n'est plus bonne à rien. Je l'aime, dit Colin. Sans doute, dit l'homme, mais ça vous ne voudriez pas travailler. Je vais vous indiquer votre poste. C'est à l'étage au-dessus. Il guida Colin à travers les passages nets aux voûtes surbaissées et des escaliers de briques rouges jusqu'à une porte voisine d'autres portes qui était marquée d'un symbole. Voilà, dit l'homme, entrez, je vais vous expliquer le travail. Colin entra. La pièce était carrée, petite. Les murs et le sol étaient de verre. Sur ce sol reposait un gros massif de terre en forme de cercueil, mais très épais, 1 mètre au moins. Une lourde couverture de laine était roulée à côté par terre. Aucun meuble. Une petite niche, pratiquée dans le mur, renfermait un coffret de fer bleu. L'homme alla vers le coffret et l'ouvrit. Il en retira 12 objets brillants et cylindriques avec un trou au milieu, minuscule. La terre est stérile, vous savez ce que c'est, dit l'homme. Il faut des matières de premier choix pour la défense du pays. Mais pour que les canons de fusil poussent régulièrement et sans distorsion, on a constaté depuis longtemps qu'il faut de la chaleur humaine. Pour toutes les armes, c'est vrai, d'ailleurs. Oui, dit Colin. Alors vous pratiquez 12 petits trous dans la terre, dit l'homme, répartis au milieu du cœur et du foie. Vous vous étendez sur la terre, après vous être déshabillé. Vous vous recouvrez avec l'étoffe de laine stérile qui est là, et vous vous arrangez pour dégager une chaleur parfaitement régulière. Il eut un rire cassé et se tapa la cuisse droite. J'en faisais 14 les 20 premiers jours de chaque mois. Ah, j'étais fort. Alors, demanda Colin. Alors vous restez comme ça 24 heures, et au bout de 24 heures, les canons de fusil ont poussé, on vient les retirer, on arrose la terre d'huile et vous recommencez. Ils poussent vers le bas, dit Colin. Oui, c'est éclairé en dessous, dit l'homme. Ils ont un phototropisme positif, mais ils poussent vers le bas, parce qu'ils sont plus lourds que la terre. Alors on éclaire surtout en dessous, pour qu'il n'y ait pas de distorsion. Et les rayures, dit Colin. Ceux de cette espèce-là poussent tout rayés, dit l'homme. Ce sont des graines sélectionnées. À quoi servent les cheminées, demanda Colin. C'est pour l'aération, dit l'homme, et la stérilisation des couvertures et des bâtiments.
Ce n'est pas la peine de prendre des précautions spéciales, car c'est fait très énergiquement. Ça ne marche pas avec une chaleur artificielle, dit Colin. Mal, dit l'homme. Il leur faut de la chaleur humaine pour bien grandir. Vous employez les femmes? Ah, elles ne peuvent pas faire le travail, dit l'homme. Elles n'ont pas la poitrine assez plate pour que la chaleur se répartisse bien. Je vais vous laisser travailler. Je gagnerai bien 10 doublesons par jour, dit Colin. Mais certainement, dit l'homme. Et une prime si vous dépassez 12 canons. Il quitta la pièce et ferma la porte. Colin tenait les 12 graines dans sa main. Il les posa à côté de lui et commença à se déshabiller. Il avait les yeux fermés et ses lèvres tremblaient de temps en temps. Je ne sais pas ce qui se passe, dit l'homme. Cela marchait bien au début, mais avec les derniers, nous ne pouvons faire que des armes spéciales. Vous allez me payer tout de même? Demanda Colin inquiet. Il devait toucher 70 doublesons et une prime de 10 doublesons. Il avait fait de son mieux, mais le contrôle des canons révélait certaines anomalies. Voyez vous-même, dit l'homme. Il tenait un des canons devant lui et montrait à Colin l'extrémité évasée. Je ne comprends pas, dit Colin. Les premiers étaient parfaitement cylindriques. Bien entendu, on peut les utiliser à faire des tromblons à feu, dit l'homme. Mais c'est le modèle d'il y a 5 guerres et nous en possédons déjà un gros stock. C'est ennuyeux. Je fais de mon mieux, dit Colin. Certainement, dit l'homme. Je vais vous donner vos 80 doublesons. Il prit dans le tiroir de son bureau une enveloppe cachetée. Je l'ai fait porter ici pour vous éviter d'aller au service de paiement, dit-il. Cela prend quelquefois des mois pour obtenir son argent et vous aviez l'air pressé. Je vous remercie, dit Colin. Je n'ai pas encore examiné votre production d'hier, dit l'homme. Elle va arriver tout de suite. Vous ne voulez pas attendre un instant? Sa voix chevrotante et boiteuse était une souffrance pour les oreilles de Colin. « Je vais attendre, dit-il. »« Voyez-vous, dit l'homme, nous sommes forcés de faire très attention à ces détails parce qu'un fusil doit tout de même être pareil à un autre fusil, même s'il n'y a pas de cartouche. »« Oui, dit Colin. »« Il n'y a pas souvent de cartouches, dit l'homme. On est en retard sur les programmes de cartouches. On en a de grandes réserves pour un modèle de fusil qu'on ne fabrique pas. Mais on n'a pas reçu l'ordre d'en faire pour les nouveaux fusils, alors on ne peut pas s'en servir. Cela ne fait rien d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un fusil contre des machines à roues? Les ennemis fabriquent une machine à roues pour deux fusils que nous faisons. Alors nous avons la supériorité du nombre. Mais une machine à roues ne se soucie pas d'un fusil ou même de 10 fusils, surtout sans cartouche. On ne fabrique pas de machine à roues ici? Demanda Colin. Si, dit l'homme. Mais ils ont fini à peine le programme de la dernière guerre, alors elles ne marchent pas bien et il faut les démolir. Et comme elles sont très solidement construites, cela prend beaucoup de temps. On tapa à la porte.
et un manutentionnaire parut, poussant devant lui un chariot blanc stérilisé. Sous un linge blanc, il y avait la production. Pour le dernier jour, le linge se soulevait à l'un des bouts. Cela n'aurait pas dû se produire avec des canons bien cylindriques. Colin se sentit inquiet. Le manutentionnaire sortit en fermant la porte. « Ah !» dit l'homme, « ça n'a pas l'air de s'être arrangé. » Il souleva le linge, il y avait 12 canons d'acier bleu et froid, et au bout de chacun, une jolie rose blanche s'épanouissait, fraîche et ombrée de beige, au creux de pétales veloutés. « Oh !» murmura Colin, « qu'elles sont belles !» L'homme ne disait rien. Il toussa 2 fois. « Ça ne sera donc pas la peine de reprendre votre travail demain, » dit-il hésitant. Ses doigts s'accrochaient nerveusement au bord du chariot. « Est-ce que je peux les prendre ?» dit Colin. « Pour Chloé. »« Elles vont mourir, » dit l'homme, « si vous les détachez de l'acier. Elles sont en acier, vous savez. »« Ce n'est pas possible, » dit Colin. Il prit délicatement une rose et tenta de briser la tige. Il fit un faux mouvement et l'un des pétales lui déchira la main sur plusieurs centimètres de long. Sa main saignait à lente pulsation, de grosses gorgées de sang sombre qu'il avalait machinalement. Il regardait le pétale blanc marqué d'un croissant rouge, et l'homme lui tapa sur l'épaule et le poussa doucement vers la porte. Chloé dormait. Dans la journée, le nénuphar lui prêtait la belle couleur crème de sa peau, mais pendant son sommeil, ce n'était pas la peine, et les taches rouges de ses joues revenaient. Ses yeux faisaient 2 marques bleutées sous son front, et de loin, on ne savait pas s'ils étaient ouverts. Colin était assis sur une chaise dans la salle à manger, et il attendait. Il y avait beaucoup de fleurs autour de Chloé. On ne pouvait plus entrer dans la salle à manger. Le plafond rejoignait presque le plancher auquel il était réuni par des projections mi-végétales, mi-minérales qui se développaient dans l'obscurité humide. La porte du couloir ne s'ouvrait plus. Seul subsistait un étroit passage menant de l'entrée à la chambre de Chloé. Isis passa la première, Nicolas la suivait. Il avait l'air hébété. Quelque chose gonflait la poche intérieure de son veston et de temps en temps il portait sa main à sa poitrine. Isis regarda le lit avant d'entrer dans la chambre. Chloé était toujours entourée de fleurs. Ses mains allongées sur les couvertures tenaient à peine une grosse orchidée blanche qui paraissait beige à côté de sa peau diaphane. Elle avait les yeux ouverts et remua à peine en voyant Isis s'asseoir près d'elle. Nicolas vit Chloé et détourna la tête. Il aurait voulu lui sourire.
Il s'approcha d'elle et lui caressa la main. Il s'assit aussi et Chloé ferma doucement les yeux et les rouvrit. Elle paraissait contente de les voir. « Tu dormais ?» demanda Isis à voix basse. Chloé dit non avec les yeux. Elle chercha la main d'Isis avec ses doigts maigres. Sous sa main, elle cachait la souris, dont ils virent briller les yeux noirs et vifs, et qui trottina sur le lit pour se rapprocher de Nicolas. Il la prit délicatement et l'embrassa sur son petit museau lustré, et elle retourna près de Chloé. Les fleurs frissonnaient autour du lit. Elle ne résistait pas longtemps. Et Chloé se sentait plus faible d'heure en heure. L'administration donnait beaucoup d'argent à Colin, mais c'était trop tard. Il devait maintenant monter chez des gens tous les jours. On lui remettait une liste et il annonçait les malheurs un jour avant qu'ils ne se produisent. Tous les jours, il se rendait dans les quartiers populeux ou bien dans les beaux quartiers. Il montait des tas de marches. Il était très mal reçu. On lui lançait à la tête des objets lourds et blessants et des mots durs et pointus et on le mettait à la porte. Il touchait de l'argent pour cela et il donnait satisfaction. Il conserverait ce travail. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était cela, se faire mettre à la porte. La fatigue le tenaillait, lui soudait les genoux, lui creusait la figure. Ses yeux ne voyaient plus que les laideurs des gens. Sans cesse, il annonçait les malheurs à venir. Sans cesse, on le chassait avec des coups, des cris, des larmes, des injures. Il monta les 2 marches et suivit le couloir et frappa, reculant d'un pas sitôt après. Quand les gens le voyaient, sa casquette noire à la main, ils savaient et le maltraitaient, mais Colin ne devait rien dire. On le payait pour ce travail. La porte s'ouvrit. Il prévint et partit. Un lourd morceau de bois l'atteignit dans le dos. Il chercha sur la liste le nom suivant et vit que c'était le sien. Alors, il jeta sa casquette et il marcha dans la rue et son cœur était de plomb, car il savait que le lendemain, Chloé serait morte. Le religieux parlait avec le Schwich, et Colin attendait la fin de leur conversation, puis il s'approcha. Ne voyant plus la terre sous ses pas, et chaque fois il trébuchait. Ses yeux regardaient Chloé sur leur lit de noces, mat, avec ses cheveux sombres et son nez droit.
son front un peu bombé, sa figure à l'ovale arrondi et doux, et ses paupières fermées qu'il avait rejetées du monde. « Vous venez pour l'enterrement, dit le religieux. « Chloé est morte, dit Colin. « Je sais, dit le religieux. « Quel prix voulez-vous y mettre? Vous désirez sans doute une belle cérémonie. » « Oui, dit Colin. « Je peux vous faire quelque chose de très bien dans les 2000 doubleçons, dit le religieux. J'ai aussi plus cher. »« Je n'ai que 20 doubleçons, dit Colin. Je pourrais peut-être en avoir 30 ou 40 de plus, mais pas tout de suite. » Le religieux remplit ses poumons d'air et souffla d'un air dégoûté. « C'est une cérémonie de pauvres, alors qu'il vous faut. »« Ben, je suis pauvre, dit Colin, et Chloé est morte. »« Oui, dit le religieux, mais on devrait toujours s'arranger pour mourir avec de quoi se faire enterrer décemment. Alors, vous n'avez même pas 500 doubleçons. »« Non, dit Colin. Je pourrais arriver jusqu'à 100 si vous acceptez d'être payé en plusieurs fois. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est de se dire « Chloé est morte » ? Vous savez, dit le religieux, j'ai l'habitude. Alors, ça ne fait plus d'effet. Je devrais vous conseiller de vous adresser à Dieu, mais j'ai peur que pour une si faible somme, ça ne soit contre-indiqué de le déranger. Oh, mais dit Colin, je ne vais pas le déranger. Je ne crois pas qu'il puisse grand-chose, voyez-vous, parce que Chloé est morte. Changez de sujet, dit le religieux. Pensez à, je ne sais pas, moi, n'importe quoi, par exemple. Est-ce que pour 100 doubleçons, j'aurai une cérémonie décente, dit Colin. Je ne veux même pas envisager cette solution, dit le religieux. Vous irez bien jusqu'à 150. Je mettrai du temps à vous le payer. Vous avez un travail, vous me signerez un petit papier. Si vous voulez, dit Colin. Dans ces conditions, dit le religieux, peut-être irez-vous jusqu'à 200. Et vous aurez le bedon et le chouiche de votre côté. Tandis que jusqu'à 150, ils sont dans le parti opposé. Je ne crois pas, dit Colin. Je crois que je n'aurai pas longtemps ce travail. Alors disons 150, conclut le religieux. Mais c'est regrettable, hein. Ce sera une cérémonie véritablement infecte. Vous me dégoûtez, vous lésinez trop. Je m'excuse, dit Colin. Venez signer les papiers, dit le religieux. Et il le poussa brutalement. Colin se heurta à une chaise. Le religieux, furieux de ce bruit, le poussa de nouveau vers la sacristoche et le suivit en grommelant. Fit un dernier effort et réussit à passer. Derrière elle, d'un coup, le plafond rejoignit le plancher et de longs vermicules de matière inerte jaillirent en se tordant lentement par les interstices de la suture. Elle déboula en toute hâte à travers le couloir obscur de l'entrée, dont les murs se rapprochaient l'un de l'autre en flageolant, et parvint à filer sous la porte. Elle atteignit l'escalier et descendit. Sur le trottoir, elle s'arrêta. Elle hésita un instant et s'orienta, se mit en route dans la direction du cimetière. Vraiment, dit le chat, ça ne m'intéresse pas énormément. Tu as tort, dit la souris. Je suis encore jeune et jusqu'au dernier moment, j'étais bien nourrie. Je suis bien nourrie aussi, dit le chat, et je n'ai pas du tout envie de me suicider. Alors tu vois pourquoi je trouve ça pas normal? C'est que tu ne l'as pas vu, dit la souris. Qu'est-ce qu'il fait? Demanda le chat. Il n'avait pas très envie de le savoir. Il faisait chaud et ses poils étaient tous bien élastiques.
Il est au bord de l'eau, dit la souris. Il attend. Et quand c'est l'heure, il va sur la planche et il s'arrête au milieu. Il regarde dans l'eau. Il voit quelque chose. Il ne peut pas voir grand-chose, dit le chat. Un nénuphar, peut-être. Oui, dit la souris. Il attend qu'il remonte pour le tuer. C'est idiot, dit le chat. Ça ne présente aucun intérêt. Quand l'heure est passée, continua la souris, il revient sur le bord et il regarde la photo. Il ne mange jamais ? Demanda le chat. Non, dit la souris, et il devient très faible, et je ne peux pas supporter ça. Un de ces jours, il va faire un faux pas en allant sur cette grande planche. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Demanda le chat. Il est malheureux alors ? Il n'est pas malheureux, dit la souris. Il a de la peine. C'est ça que je ne peux pas supporter. Et puis, il va tomber dans l'eau, il se penche trop. Alors, dit le chat, si c'est comme ça, je veux bien te rendre ce service. Mais je ne sais pas pourquoi je dis si c'est comme ça. Parce que je ne comprends pas du tout. Tu es bien bon, dit la souris. Mets ta tête dans ma gueule, dit le chat, et attends. Ça peut durer longtemps ? Demanda la souris. Le temps que quelqu'un me marche sur la queue, dit le chat. Il me faut un réflexe rapide. Mais je la laisserai dépasser, n'aie pas peur. La souris écarta les mâchoires du chat et fourra sa tête entre les dents aiguës. Elle la retira presque aussitôt. « Dis donc, dit-elle, tu as mangé du requin ce matin ?»« Écoute, dit le chat, si ça ne te plaît pas, tu peux t'en aller. Moi, ce truc-là, ça m'assomme. Tu te débrouilleras toute seule. » Il paraissait fâché. « Ne te vexe pas, dit la souris. » Elle ferma ses petits yeux noirs et replaça sa tête en position. Le chat laissa reposer avec précaution ses canines acérées sur le cou mince, doux et gris. Les moustaches noires de la souris se mêlaient aux siennes. Il déroula sa queue touffue et la laissa traîner sur le trottoir. Il venait en chantant 11 petites filles aveugles de l'orphelinat de Jules l'Apostolique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette œuvre. Ceux qui ne la connaissaient pas, c'est une œuvre assez étonnante. Ceux qui la connaissaient, j'espère que vous avez apprécié le choix des textes et puis l'interprétation des lecteurs. On vous promet une soirée au Masretch un peu plus gai, parce que ça c'est quand même le côté sombre, mais très poétique, vous l'avouerez, de Boris Vian. Tout à l'heure, nous allons nous laisser aller dans sa poésie. Certaines sont encore parfois un peu sombres, parce que ces thèmes sur la vie, la mort, tout ça sont présents. Mais il y a beaucoup de textes qui vous feront rire et qui vous rendront joyeux, et que peut-être nous chanterons ensemble tout à l'heure. Donc nous vous donnons rendez-vous. Alors le Masretch.